Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Roll You Fool, le podcast qui vous parle de jeux de rôle dans tous ses états. Aujourd'hui, nous allons vous parler, comme vous avez pu le lire sur le petit mot, nous allons vous parler de Sandy Petersen. Et pour parler de Sandy Petersen, j'ai bien sûr avec moi mon acolyte de toujours, celui qui a absolument poncé tous les livres les plus obscurs des bibliothèques interdites, celui qui a invoqué les créatures avec des yeux globuleux et des tentacules qui font flurf flurf, celui qui rigole dans sa webcam, c'est bien entendu Styr. Salut Styr. Salut sectaire. Ouais, ta description de mon métier d'enseignant est de plus en plus proche de la réalité quand même. Hein. T'as vu ça ? C'est troublant. Hein. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de Carl Sanford Jocelyn Petersen, dit Sandy Petersen pour des raisons évidentes, qui est né le 16 septembre 1955 à Saint-Louis dans le Missouri et qui est si ce n'est l'auteur de jeux de rôle le plus connu pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent de près ou de loin au mythe de Cthulhu, puisque c'est lui qui est à l'origine, la création de l'Appel de Cthulhu, le célébrissime jeu de rôle. Est-ce que j'ai bon jusque-là ? Tout à fait, et puis à nouveau, toujours penser un peu à la chronologie, puisque là on parle quand même du début des années 80, c'est pas récent, et surtout en plus dans la part d'un monsieur qui lui-même est né au tournant des années 50, donc on a ici vraiment quelqu'un qui est un peu à l'origine de tout un type de jeu de rôle. On a beaucoup parlé de Donjons et Dragons, on a beaucoup parlé de Medieval Fantasy, etc. Mais le jeu de rôle d'horreur, enfin le jeu horreur au sens global du terme, hein, voilà. Mais oui, il a un papa, et ce papa, c'est Sandy Petersen. Alors il n'est pas le premier à le faire, parce qu'il y a des petits jeux de rôle, enfin, il y avait déjà des modules un peu basés sur l'horreur, on avait parlé, voilà. Mais cette horreur insidieuse, vraiment, la folie, ça c'est l'Appel de Cthulhu et c'est Sandy Petersen, quoi. Et c'est chez Chaosium dont on vous a parlé au numéro précédent, voire même à celui d'avant encore, puisque quand on parlait de Ken Saint-André et de Greg Stafford, Chaosium donc qui est ce fameux éditeur qui a fait RunQuest notamment, et qui a avec l'Appel de Cthulhu, finalement le même système de jeu, c'est-à-dire le basic roleplay, je crois qu'il l'appelle comme ça, basé sur les pourcentages. Et à nouveau, c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident dans un premier temps. Alors, Sandy Petersen avait été approché, enfin, il tournait déjà un peu autour de ça, et il connaissait déjà un peu Greg Stafford, mais le truc vraiment, c'est que pour une fois, c'est un différent que j'ai avec Sectaire, à propos du Basic Role Playing System, en fait, il est parfait pour l'Appel de Cthulhu. C'est vraiment Alors, il est parfait, il y a des mais, on en reparlera, et aujourd'hui, il est daté quand même, hein, il a salement vieilli, mais dans sa... Il est daté, mais il est parfait. Voilà. Non, là-dessus, je suis d'accord. Voilà, il a ce côté de dire, vous allez jouer un être humain standard qui va être confronté à quelque chose qui le dépasse. Et du coup... on ne peut pas avoir un système de règles avec des niveaux, parce que si votre personnage devient niveau 15, il n'est plus un personnage standard, on est très clair. On ne peut pas non plus avoir un peu la problématique d'avoir un personnage complètement incompétent, le niveau 1 qui aura du mal face à un sanglier, faut arrêter, parce que on en reparlera, mais le monde de Cthulhu est quand même extrêmement mortel. Donc il faut avoir un personnage qui a un background, et ça on va aussi en parler parce que c'est une grosse nouveauté par rapport, c'est quelque chose qui est extrêmement important à la fois dans ce système, ce Basic Role Playing System, mais qui du coup fait qu'on joue un personnage qui est déjà expérimenté. Vous pouvez être un soldat qui sait déjà manier une arme, vous pouvez être un psychiatre qui connaît déjà les bases de la psychologie, donc vous partez entre guillemets avec, je mets de gros guillemets, un avantage. Alors, il y a deux petites choses là-dessus, effectivement, qui sont très importantes. Et c'est pour ça que non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je tiens à le dire fermement. Je pense qu'effectivement, l'Appel de Cthulhu et le Basic Role Playing Game s'adaptent particulièrement pour ce genre de jeu, on va dire des jeux contemporains horrifiques. Je pense que c'est tout à fait adapté. Autre chose, pour revenir juste un tout petit peu quand même, pour vous présenter Sandy Petersen encore un tout petit peu. Alors, c'est bien sûr l'Appel de Cthulhu. On va beaucoup vous parler de l'Appel de Cthulhu, évidemment, vu que c'est son bébé chéri, on va dire, mais il a également participé, comme autre jeu de rôle, à Hawkmoon, à ElfQuest, à Ringworld,
Et surtout, il est très 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 connu dans le milieu également du jeu vidéo, puisque c'est quand même un tout petit peu avec lui qu'il y a Doom 2, Quake, notamment, mais également Age of Empires et Age of Empires 2. Et ça, c'est quand même assez hallucinant, puisque c'est vraiment un geek complet, j'ai envie de dire, qui passe du jeu de rôle au jeu vidéo de façon... Et le couteau suisse, et ce qui est important en plus, c'est que dans Doom, il était quand même... quand on dit, voilà, il a travaillé dans Doom, on imagine, il codait, etc. Il faisait les maps de Doom. Exactement. Il faisait le level design. Il faisait le level design. Et de Quake aussi. Ouais, de Quake aussi. Et ça veut dire que derrière ça, il y avait l'idée il créait un univers. Alors ça restait Doom, hein, on va être très clair, mais pour l'époque, il faut quand même rappeler qu'est-ce que c'est Doom au moment où ça sort. Cet environnement pseudo 3D avec ses monstres, etc., c'est extrêmement immersif. Moi, je me rappelle toujours, notamment dans Doom 2, quand tu passais d'un niveau, tu avais cette petite carte qui s'affichait et tu avançais sur la base de Mars, etc. Bah, c'était quelque chose, c'était un peu fou quand même pour l'époque. Alors, on voit ça, c'était complètement fou, et on voit sa patte, surtout dans Quake. Alors, dans Quake, c'est vraiment la Dream Team. Hein. On va en parler 2 secondes, mais vous avez Trent Reznor, donc de Nine Inch Nails, à la musique et au son. Vous avez donc évidemment ceux d'ID Software pour tout ce qui est programmation, etc., combat et tout ça. Vous avez notamment Sandy Peterson pour les maps, tu l'as dit, mais pas que, pour les monstres aussi, puisque je rappelle qu'à la fin de Quake, vous affrontez, je crois que c'est Yog-Sothoth, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui est là, qui est posé, pouf. Alors, Quake, c'est le boss final, c'est quand même le boss final. Malheureusement, moi je suis passé à côté de Quake. Pour une raison qui est toute bête, c'est que Quake était aussi une évolution technique et que lorsqu'il est sorti, fallait avoir la bécane pour le faire tourner, un Quake et Unreal, et c'était pas donné à tout le monde. Hein. Ah non, j'y joue beaucoup plus tard. Voilà, pareil. Et en fait, moi j'ai découvert plus tard, et le problème c'est que graphiquement, alors c'est un style Quake, mais c'est rude. c'est quand même assez rude. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, Sandy Peterson, c'est pas n'importe qui dans plein de domaines en fait. Et il a aussi réalisé un film. Allez. Oui, il a aussi réalisé un film qui a... Tu l'avais raté celui-ci, hein, The Whisperer in Darkness, qui avait été... en fait, c'est une commande qui avait été faite par en fait, la société qui s'occupe de la mémoire de Lovecraft. Et c'est un film qui a été réalisé dans le style expressionniste allemand en noir et blanc. Donc, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, soyons clairs là-dessus. Il a été nominé pour des récompenses à droite et à gauche, parce qu'apparemment il était quand même plutôt pas mal, donc à voir. Mais on voit quand même ici quelque chose qui est important, c'est que Sandy Peterson est un créateur d'univers. Que ça soit à travers ses jeux vidéo, à travers finalement, et d'univers visuel, et ça va être quelque chose d'extrêmement... essentiel, d'univers visuel, que ça soit donc au cinéma, dans le jeu vidéo, et pour revenir à notre sujet, le jeu de rôle. Le jeu de rôle. Alors, il faut aussi un point qui est important, c'est que les auteurs dont on a parlé précédemment, que ça soit Ken Saint-André, que ça soit Greg Stafford, ont fait des carrières universitaires et étaient des carrières universitaires littéraires. Sandy Peterson a fait une carrière universitaire, mais elle n'est pas littéraire. Il a fait une carrière universitaire en zoologie et en entomologie. Oui. Et je pense que ça a joué. Ça a joué beaucoup parce que on a dit juste avant le problème de l'appel de Cthulhu, enfin l'avantage de l'appel de Cthulhu, c'est que c'est quelque chose de très littéraire. Lovecraft écrit un monde qui prend forme dans votre tête et il joue justement sur les mots pour que ça soit difficile à donner forme, ce qui crée parfois ce sentiment de décrochage par rapport à ce qu'on lit. Quand il commence à vous décrire les horreurs indicibles, des couleurs qui n'existent pas, etc., etc., que vous le vouliez ou non, votre esprit essaye de produire cela. Or, quand vous faites un bouquin de jeu de rôle, ça reste une œuvre littéraire, c'est très bien, mais il faut aussi des illustrations. Il faut aussi une couverture, il faut aussi donner un visuel à tout ça. Et on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, tout notre visuel de l'appel de Cthulhu, mythe de Cthulhu que l'on a,
eh bien, il vient de ce jeu de rôle. Absolument, parce que d'ailleurs, je crois qu'il a même dessiné, hein, si je ne dis Alors pas de bêtises. ça, j'en suis pas sûr. Mais Enfin, dessiné, il a aidé à dessiner. Vous avez un livre qui s'appelle le Mythe de Cthulhu, disponible chez Chaosium, qui est donc supervisé par. Il a pris des dessinateurs et il a supervisé les dessinateurs en Sandy Peterson, en leur disant voilà, moi le Shoggoth, je le vois comme ça, tu vas me le faire avec tel tentacule, etc. Et ça donne un univers très cohérent, mais qui effectivement est bien loin de ce que tu disais, c'est-à-dire bien loin de l'imaginaire impalpable de Lovecraft. Tout à fait. Avec en plus cette problématique, on en a déjà parlé quand on avait fait Gary Gygax. Gygax voulait absolument donc qu'il y ait une patte visuelle. Sandy Peterson et Greg Stafford, tout pareil. À nouveau, je réinsiste, hein, quand vous voyez Cthulhu sous cette forme poulpe avec tentacules, c'est lui. Hein, c'est vraiment lui Absolument. qui va le définir de cette manière-là. Et il faut quand même imaginer la difficulté. C'est-à-dire, vous trouvez un illustrateur, parce que c'est une commande, hein, vous cherchez un illustrateur et vous dites, voilà, dessine-moi Cthulhu. Et le gars va vous regarder avec des grands yeux, on est dans les années 80. Sandy Peterson, là-dessus, est très clair. Pourquoi Greg Stafford est venu le chercher lui ? C'est parce qu'en fait, Lovecraft était un peu tombé en désuétude. C'était plus un auteur vraiment très connu. Voilà, bon, il était là, mais au même titre qu'un Edgar Allan Poe. Et puis en plus, il y avait Stephen King qui était passé, qui avait pris, entre guillemets, la relève. Donc Lovecraft, voilà, pas trop. Et donc vous tombez sur un illustrateur et vous dites, voilà, tiens, l'exemple du Shoggoth. Dessine-moi un Shoggoth. L'illustrateur va vous regarder un peu. Je peux vous faire des dragons, des licornes si vous voulez, mais Shoggoth, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, effectivement, il faut piloter et l'impact est délirant. Je dis rien que pour ça, Sandy Peterson, il va avoir un impact sur le monde du jeu de rôle qui va être complètement fou. Alors, petite parenthèse quand même sur la question des visuels. On avait parlé dans le podcast consacré sur les livres dont vous êtes le héros. Et on avait aussi beaucoup parlé des illustrations qu'il y avait dans les livres dont vous êtes le héros. J'ai un peu jeté un coup d'œil. Il y avait quand même des livres dont vous êtes le héros horrifiques. Et on voyait quand même que les types se lâchaient quand même bien. Je veux dire, Sandy Peterson n'a pas inventé les dessins horrifiques, il y en avait déjà bien avant. Mais c'est... Bien sûr. Voilà, bien sûr. Et par contre, c'est vraiment lui qui va donner cette identité que l'on connaît. Alors qu'un point important, Lovecraft n'a jamais... Enfin là, par contre, tu vas probablement me corriger, sectaire. Mais... il me semble pas que Lovecraft avait représenté Cthulhu de cette manière. Il y avait des tentacules, des machins comme ça, mais... Alors, Lovecraft a fait un croquis. Lovecraft n'était pas du tout dessinateur. Oui, donc, mais Lovecraft avait fait un croquis vague pour représenter à peu près ce que pourrait être Cthulhu, sa statuaire en fait, hein, quand il parle de la statue qu'on découvre au début de l'appel de Cthulhu. Quand il trouve la statue dans le... C'est ça. Oui, il a décrit, effectivement. Il y a le côté poulpesque, il y a le côté... Mais on est bien loin de l'horreur tentaculaire. Il va parler d'horreur tentaculaire, ça aurait pu être n'importe quoi. C'est une masse avec des trucs, quoi. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est et ça par contre c'est toujours un bon point, c'est les couvertures de l'appel de Cthulhu. On a toujours fait très attention à ça, c'est-à-dire que il y en a certaines qui vont vraiment vous représenter, je pense à notamment cette couverture de Casa, où on voit Cthulhu avec vraiment l'image que l'on a actuellement, c'est-à-dire le poulpe, le céphalopode. Mais les autres couvertures vont commencer à essayer de prendre aussi un peu de distance, c'est-à-dire qu'on verra les tentacules, on verra cette masse de tentacules, mais on commence à s'éloigner quand même un peu plus de la figure anthropomorphe, entre guillemets, de Cthulhu, qui va être plutôt réappropriée par Donjons et Dragons avec Lilithid, quoi. C'est ça. Lovecraft, en 1934, va dessiner... Alors, il dessine comme un enfant de 4 ans, hein, on va pas se mentir. De toute façon, tu me demandes de dessiner Cthulhu, je fais pas beaucoup mieux. Oui, enfin ça, c'est sa création à lui, donc après, il se démerde un peu quand même. Hein. Donc, il va dessiner Cthulhu pour je ne sais même plus qui, donc en 1934, c'est tout à fait disponible sur Internet, vous pouvez le trouver facilement. Et en fait, il dessine, non pas Cthulhu, il dessine, comme j'ai dit, la statue. Et effectivement, il y a cette tête avec ses tentacules, il y a les ailes dans le dos et il y a un corps un peu grotesque comme ça, assis, accroupi sur cette statue. Bon. Entre ça et ce que va proposer Sandy Peterson, il y a quand même un monde. Hein. On est quand même sur une grosse différence. Là, on est sur la représentation la plus... Enfin, ça fait même pas peur, c'est juste grotesque. Or, il le décrit comme grotesque.
dans la nouvelle, il dit la figurine était grotesque. Parce qu'on est dans le cœur aussi du discours de Lovecraft sur la dégénérescence, sur le grotesque, l'absence de forme, bon, qui renvoie malheureusement à tout le, on va dire, le Oui, en discours plus, oui. de Lovecraft autour du racisme, etc., etc., bon, qui fait partie, hein, je veux dire, il fait partie du personnage. Ce qui est aussi une bonne chose, c'est que dès la première édition de l'Appel de Cthulhu, ils vont faire extrêmement attention avec ça, parce que Dieu sait que en adaptant Lovecraft, on aurait pu déraper très 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 facilement. Très vite, Voilà. très vite. Je n'ose imaginer ce qu'aurait pu donner une adaptation aujourd'hui de l'Appel de Cthulhu. Alors, Oui, oui, exactement. Autre point qui va être très intéressant, c'est que dans l'Appel de Cthulhu, Sandy Peterson prend aussi le contre-pied. On avait dit le système lui permet de mettre des personnages entre guillemets expérimentés, qui ont déjà un bagage, etc., etc. Mais il y a aussi un autre facteur. On avait dit, bah oui, dans Donjons Dragons, les personnages gagnent en puissance. Dans l'Appel de Cthulhu, non. Les personnages gagnent pas en puissance. En général, ils meurent rapidement. oui. Le personnage est maltraité. Quand même. Voilà. Et voire il va dégénérer, il va perdre, et là c'est l'invention extraordinaire de ce système, il va perdre de la santé mentale, il va perdre pied, en fait il est confronté à quelque chose de beaucoup plus insidieux, qui est l'horreur cosmique, et au final il est condamné à perdre, hein, c'est ce qu'on retrouve plus ou moins dans toutes les nouvelles. Ce qui fait d'ailleurs que très souvent, les scénarios de l'Appel de Cthulhu par défaut étaient des one-shots, parce que les personnages... D'abord, le système était mortel, et puis ensuite, au bout de 3-4 séances, au mieux, c'était terminé. Hein. Oui, maximum. Une campagne. Alors, il y a eu des campagnes qui ont été écrites, pas par Sandy Peterson, d'ailleurs, il me semble. Je ne sais pas s'il a fait non, il n'a pas fait de campagne lui-même, mais en tout cas, sous sa houlette, on va dire, sous sa validation, bien entendu, qui ont été écrites très rapidement, puisque je crois que Les Masques de Nyarlathotep, qui est une grosse, peut-être la campagne la plus célèbre de l'Appel de Cthulhu, est sortie dès 84, il me semble, aux États-Unis, à vérifier, en tout cas très vite, et c'est vrai que c'est presque contre-intuitif, en fait, une campagne de l'Appel de Cthulhu. C'est-à-dire que si vous voulez mener une campagne jusqu'au bout, vous devez être très très gentil avec vos joueurs en tant que MJ, ce qui n'est pas tellement le cas dans la description originale des règles. C'est ça qui est il y a un petit paradoxe là-dedans. C'est surtout en plus l'un des gros problèmes, faut être franc, hein, Maotech, le masque de Nyarlathotep, elle est injouable. Elle est complètement injouable, cette campagne. C'est une gageure. C'est ni fait ni à faire. Alors, elle a été retravaillée, elle a été refaite il y a pas si longtemps que ça. Enfin, là, actuellement, ils sont en train de rééditer aussi, par exemple, Les Montagnes Hallucinées, qui était un peu plus jouable, enfin je veux dire un peu plus, hein, pas beaucoup plus, mais un peu plus jouable. Alors elle était plus jouable parce qu'elle vous mettait en fait dans la peau, non pas de l'expédition qui a mal tourné des Montagnes Hallucinées, mais d'une équipe de recherche qui arrive après. Donc, quelque part, vous étiez un peu plus... vous n'affrontiez pas des horreurs immédiates, c'était vraiment plus d'ambiance. C'est une campagne qui, d'ailleurs, je crois, fait 400 pages. C'est un délire. Et en plus, avec des goodies. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. C'est un truc que j'avais adoré, parce que j'avais un ami qui avait l'édition française, et dedans, il y avait des trucs qui étaient là pour permettre de mieux intégrer les personnages. Justement, tiens, je rebondis là-dessus, et ça, c'est parfait, puisque tu parles des goodies. C'est aussi quelque chose qui a été très très important, et tout de suite, dès la première édition de l'Appel de Cthulhu, et que j'ai pas mémoire qui est, en tout cas pas à ce point, dans les autres jeux de rôle de l'époque, c'est justement des coupures de journaux, des plans, évidemment, alors c'était facile, vous allez me dire, c'est facile de mettre des coupures de journaux des années 20, il suffit d'aller prendre un vrai journal des années 20, et puis d'aller dans n'importe quelle archive, bibliothèque, photocopier le truc, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait. Mais le fait de mettre des vraies archives de journaux, le fait de mettre par exemple un plan, je me souviens dans l'édition française sur laquelle j'étais tombé, il y avait un plan d'un zeppelin. On s'en fout en tant que tel d'avoir un plan d'un zeppelin, surtout vous imaginez en 2024, 2025, un plan d'un zeppelin, génial, merci, je vais sur le net, je l'ai. Sauf que là, c'était dans les années 80-90. Il faut imaginer qu'on vous balançait des choses que vous ne trouviez pas si vous n'alliez pas les chercher spécifiquement. Et ça rendait la chose hyper, presque tactile, presque charnelle, en fait. Les photos des années 20,
etc., etc. Et c'est un point qui est important. C'est vrai qu'on a tendance à oublier ça. Aujourd'hui, on a Internet et c'est vrai que si demain je veux faire, je sais pas moi, une campagne je sais pas moi, dans la Suisse des années 30, je peux tout à fait trouver assez facilement via Internet des tas de ressources, des photos, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas dans les années 80-90, où à moins d'aller à la bibliothèque municipale du coin, vous n'aviez pas accès à ces informations. Donc ça devait être rapporté. Ce qui était d'ailleurs assez amusant, c'est que effectivement, dans la plupart de ces suppléments, il y avait tout un ensemble d'informations, par exemple sur la vie quotidienne. Alors pour rappel, pour ceux, bon, part du principe que la plupart de nos auditeurs connaissent l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu se passe dans les années 20-30. Les années 20-30, alors déjà c'est lointain, et en plus nous en France, on parle des années 20-30 aux États-Unis. Et surtout les années 20-30, États-Unis rural. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Est-ce que tout le monde a accès à l'eau potable, l'électricité, le téléphone, enfin ce genre de choses? Oui, c'est pas New York, hein. Voilà, on parle des trous, quoi. On parle des trous, Dunwich, ouais, bienvenue à Dunwich, quoi. Donc, tout ça devait être apporté, c'est-à-dire que très souvent, ces livres vont être, en plus du contenu holistique, vont être en plus des véritables petites encyclopédies sur la vie quotidienne dans les époques qui sont concernées. Et ce qui fait que beaucoup de joueurs en ont gardé en plus une certaine... je pense que ça a introduit un certain goût pour l'histoire aussi chez pas mal de joueurs et de joueuses. Et pour l'histoire quotidienne, pas pour l'histoire de la grande bataille, de la grande guerre, du machin, mais vraiment pour l'histoire du quotidien des gens. Et autre chose aussi, au point où même dans certains scénarios, dans certaines descriptions de l'appel de Cthulhu, dans certains suppléments de l'appel de Cthulhu, vous pouvez même évacuer complètement le côté fantastique et faire jouer des gens dans les années 20, Oui. qui ont des problèmes d'années 20. Vous voulez faire la prohibition, pas de problème. J'ai d'ailleurs comme ça un souvenir assez ému d'un bouquin, enfin c'était un pavé monstrueux qui s'appelait Terra Tulliana, qui était consacré à l'archéologie, parce que l'archéologie c'est quand même quelque chose qui est au cœur, c'est vraiment un des thèmes, un des tropes de l'appel de Cthulhu. Sauf que ce supplément était intéressant parce que il n'abordait pas du tout l'archéologie dans le sens fantastique, obscur, etc. C'était vraiment l'archéologie très terre à terre. Ça veut dire, c'est quoi faire des fouilles, surtout dans les années 20-30, voici un site de fouilles, voilà à quoi ça ressemble, machin, etc., etc. Et en fait, on pouvait faire tout à fait une campagne assez pulp, parce qu'il faut quand même qu'il se passe quelque chose, parce que de la fouille, au final, vous faites quoi aujourd'hui? On dépoussière des pierres et puis ça s'arrête là. Mais avec comment on va organiser, quels vont être les rapports avec l'autorité, etc., etc. La scène que l'on voit par exemple dans Indiana Jones, c'est l'aventurier de l'Arche perdue, c'était le terme, où effectivement, c'est ça. Et les suppléments permettaient de faire ça parce qu'ils vous donnaient toutes ces informations-là. Alors que, effectivement, c'était des choses qu'on n'avait pas habituellement, sauf sur un aspect dans la plupart des jeux de rôle qui était surtout consacré aux armes. Alors là, par contre, sur les armes, on vous donnait toutes les informations, voilà, c'est ça. Le gun porn, ça marche à mort. Mais le côté vie quotidienne, moins, sauf sur des choses parfois un peu bizarres, comme par exemple, j'avais vu un bouquin, c'était pour Donjons Dragons, sur l'alimentation. Où il passait des pages. Oui, il y avait des choses un peu comme ça, mais vous n'aviez pas tellement ce côté. Alors, ce que disait, là, c'est pas Patterson qui disait ça, mais un autre auteur, celui qui a participé, c'était un Français, qui a participé au supplément Cthulhu, La Belle Époque. Il disait dans une interview que c'était plus simple finalement, parce qu'ils n'avaient quasiment rien à inventer. C'est-à-dire ils prenaient des bouquins d'historiens et des archives sur la Belle Époque en France, qu'est-ce que c'était, et puis ils recopiaient, en mettant 2 éléments fantastiques, et puis c'est bon, quoi. L'outil le plus indispensable pour l'époque, enfin aujourd'hui, comme dit, on n'a plus besoin d'Internet, c'était le Reader's Digest. Le Reader's Digest, il y avait des tas de livres comme ça qui sortaient sur les gestes de la vie quotidienne, je me rappelle, j'en avais un comme ça, où tu avais comment faire sa cravate, comment recruter ses domestiques, enfin c'était des machins comme ça, par entier. Et donc ça va être aussi vraiment, tu parlais du côté effectivement accompagnement, cartes, photos, etc. Mais il va y avoir aussi tout ce contenu encyclopédique qui va faire un peu la marque de fabrique de ces suppléments Appel de Cthulhu, quoi. Une des grosses inventions de Sandy Peterson aussi, alors vous pourrez retrouver dans un hors-série de Stier sur le sujet, mais où vous pouvez déjà le retrouver, je ne sais plus les publications, nous ne savons plus, qui sera en complément, mais une des grosses inventions, un des gros apports de Sandy Peterson, c'est la santé mentale.
la gestion de la santé mentale dans le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Ça, c'est un truc qu'on ne voyait pas avant dans le jeu de rôle, en tout cas. Même de manière beaucoup plus globale, l'idée que le jeu de rôle ne s'arrête pas à simuler les lois de la physique. Hein, on avait beaucoup insisté là-dessus. Le problème c'est le problème ou l'avantage, parce qu'il y a des gens qui recherchent ça finalement, des jeux de rôle simulationnistes, c'est que les règles sont là pour dire, voilà, combien de dégâts vais-je faire quand je fais tomber mon épée sur l'ennemi, etc., etc. Dans l'appel de Cthulhu, il y a d'autres considérations. Il va y avoir des considérations qui sont effectivement, comme tu l'as dit, liées à la santé mentale, mais aussi liées à l'environnement, à des facteurs climatiques, etc. Et là, un point qui est intéressant, c'est que Sandy Peterson, alors j'ai l'impression qu'il s'est corrigé lui-même par rapport à ça, mais c'est lié aussi au fait que de la manière dont est né l'appel de Cthulhu. À l'origine, Sandy Peterson n'a pas été appelé. La première chose que Greg Stafford lui a demandé, c'est pas d'écrire l'appel de Cthulhu, c'était d'écrire des monstres pour le bestiaire de RuneQuest qui reprenait les monstres du mythe de Cthulhu. Et comme lui le connaissait, il l'a fait. Le truc, c'est que c'est des monstres, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être tués par les joueurs. Et ils ont été conçus comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que encore aujourd'hui, quand vous ouvrez un bouquin de l'appel de Cthulhu, vous allez trouver les caractéristiques de Cthulhu. Oui, ce qui est complètement absurde, c'est un dieu, mais c'est pas grave. Voilà. Dans un bouquin qu'il a écrit à côté, qui en fait a pour but de porter l'appel de Cthulhu au système des 5, il va faire quelque chose que j'ai trouvé complètement hallucinant, parce que s'il y a bien un système de règles qui incite à affronter des dieux, des machins, c'est bien des D&D, ça sert à ça. Et dans ce bouquin, il va dire non, les grands anciens, c'est pas des monstres, ce sont des phénomènes naturels. Il faut les considérer comme tels. C'est-à-dire que vos joueurs, quand ils vont être confrontés à Cthulhu, Astur, machin, etc., l'objectif, c'est comme si vous vous retrouviez face à une avalanche. Vous n'allez pas vous poser la question, je dégaine mon épée, je tape l'avalanche. Ça sert à rien. Ah non. C'est qu'est-ce que je peux faire pour contrer, me mettre à l'abri ou empêcher l'avalanche? Est-ce qu'il existe un rituel pour ça, etc., etc. Et en fait, il y a vraiment un changement. Et ça, j'ai trouvé, c'est tardif parce que je crois que ce supplément est sorti. Ça doit être quoi, juste avant le Covid, donc ça doit être 2018, 2019. Ah oui, quand même, oui. Un truc dans le genre. On est loin. Ouais. Et je me suis dit, quand même, c'est pas trop tôt. Ils ont mis du temps quand même pour changer un peu cette perspective. Sachant qu'il y a deux petits points pour revenir sur Sandy Peterson en tant que tel, il faut prendre en compte 3 choses. Première chose, ce n'est pas un joueur de Donjons et Dragons. Il le dit lui-même dans une interview de 84, il dit « Je ne suis pas un joueur de Donjons et Dragons. Il y a joué comme ça pour essayer. » Il n'y a pas de figurine dans l'appel de Cthulhu. Voilà. Il n'y a pas de figurine, c'est pas pour rien. Il a pratiqué RuneQuest, évidemment, c'est comme ça qu'il rencontre Greg Stafford, et il a pratiqué d'autres jeux. Mais Donjons et Dragons, il a fait comme ça, voilà, c'était vraiment pas son truc. Deuxième chose, quand il écrit l'appel de Cthulhu, comme tu dis, c'est presque un travail de commande, c'est-à-dire que c'est Greg Stafford qui lui dit « Écoute, bon, ton supplément, il est bien, machin, est-ce que tu veux pas qu'on fasse autre chose ?» Et là, il dit, écoute, moi, j'aimerais bien... Les deux étaient extrêmement fans de Lovecraft, et comme tu disais, c'était des passionnés de Lovecraft, alors que Lovecraft était tombé en désuétude, y compris dans l'imaginaire américain. Et donc, il dit, moi, on va faire ça, tiens, allons-y, faisons ça. Donc, c'est pas une décision personnelle, et surtout, troisième chose, il l'écrit pendant ses études. Oui. Et il l'écrit pendant ses études de zoologie, et qui sont des études de biologie, finalement. Hein, donc, il est imprégné de ça. Et il dit donc dans son interview que pour lui, il y avait plusieurs écueils. Ce que tu as dit, donc, effectivement, la description des monstres de Lovecraft, mais plus simplement, comment faire ressentir aux joueurs le sentiment de l'horreur. Et justement, il dit pour ce que tu dis, c'est-à-dire que ce soit dans RuneQuest, que ce soit dans Donjons et Dragons ou dans d'autres, on a un monstre devant nous, on est le Witcher, quoi. On sort l'épée et puis on y va, quoi. Tant pis. Non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pas de l'horreur. C'est-à-dire que si on vous met devant Jason ou devant Freddy et que tout ce que vous faites, c'est sortir votre flingue et lui mettre 4 balles dans la bouche, vous n'avez pas eu peur. Vous avez réagi à un danger. Mais le danger n'engendre pas l'horreur. Et donc, il y avait cette difficulté-là. Et il dit que l'idée de la gestion de la santé mentale, des points de santé mentale, c'est tout ce qu'il a trouvé sur le moment pour, entre autres, mais c'est ça qui en premier est venu, c'est-à-dire il faut faire des points
de vie mentale, en fait. C'était vraiment son état d'esprit à ce moment-là, d'avoir une dégradation simulée, en fait. Cette dégradation simulée, et puis surtout un autre élément qu'il va donner qu'il va répéter à longueur d'interview, il le redit dans la dernière qu'il a faite, il n'y a pas de retour en arrière. Contrairement aux films d'horreur où on va tuer le monstre et puis c'est bon, on a tué le monstre et voilà. Dans l'appel de Cthulhu, le personnage, il vit avec ça. Et cette dégradation, finalement, de son état mental, c'est une prise de conscience que la réalité, en fait, c'est pas ce que j'ai connu. C'est Astur, c'est Azathoth, c'est la fin des temps et le fait que nous ne sommes rien à l'échelle du cosmos. Donc, ça, c'est aussi un parti qui va à l'encontre complètement de ce que font les autres jeux de rôle. Hein, on en a parlé au début de l'œuvre, votre personnage se dégrade progressivement, ce qui renvoie un peu aux nouvelles, que ce soit le cauchemar d'Innsmouth, l'appel de Cthulhu ou autre. Les personnages de Lovecraft ne finissent pas bien. Non, en général, non. La promesse, c'est quand même que tu finisses mal. Voilà. Il y a un autre point, tu parlais de l'entomologie, il faut revenir aussi là-dessus. Il y a un autre élément qui va être central aussi dans sa manière de présenter l'horreur, c'est que l'horreur doit être perturbante. C'est-à-dire qu'elle doit casser vraiment notre manière d'appréhender. Il insiste, alors je ne l'ai pas retrouvée dans toutes les éditions, je crois qu'elle n'apparaît pas dans les premières éditions, mais c'est aussi l'un des premiers auteurs qui va insister sur l'importance des sens. Quand vous jouez dans un jeu de rôle, on avait parlé quand on a fait notre podcast sur le fantastique, mais ici c'est vraiment un élément qui est central. Il n'y a pas que la vue qui va provoquer un sentiment de malaise. Il y a des tas d'autres choses, les odeurs, le toucher chez Lovecraft, c'est essentiel. Donc là-dessus, on va retrouver beaucoup d'éléments descriptifs. Quand vous regardez le bestiaire de l'appel de Cthulhu, il y a une différence qui est fondamentale avec un bestiaire de Donjons Dragons, même si ça a changé maintenant chez Donjons Dragons, c'est que très rapidement, on insiste sur les bruits, sur le toucher squameux, ce genre de choses qui n'apparaissaient pas dans les autres manuels. Non, dans les autres, c'était vraiment une description, éventuellement le souffle putride du dragon, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Quoi. Non, et encore. Et encore. Autre chose aussi pour Petersen, justement, dans sa relation avec Stafford, c'est qu'à un moment, il se retrouve avec un succès étrange. C'est-à-dire que l'appel de Cthulhu a eu un succès principalement, alors dans 2 endroits, je ne sais pas pourquoi. En France, ça a été incroyable, les ventes. D'après ce qu'il dit, là je vous parle toujours de l'article de 84, c'est un article de 84-85, 1/3 des ventes ont eu lieu en France. C'est fou, je veux dire, c'est vraiment pour l'époque, c'est hallucinant, avec zéro, vous imaginez les pubs qu'il y avait dans les années 80, quoi, c'était bon. Donc un tiers des ventes totales du monde ont été faites en France. Aux États-Unis, il a vendu environ 40 000 exemplaires, 30 000 en France. Et 40 000 exemplaires, comme dit dans les années 80, c'est colossal. C'est colossal, colossal. Et le reste, c'est-à-dire quasiment un quart, au Japon. Ouais. Et je rebondis là-dessus, dans une interview qu'il a donnée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, le marché japonais est devant le marché américain. Complètement. Le marché américain, c'est Donjons et Dragons. Ah, c'est Donjons et Dragons. Le marché japonais, maintenant, c'est sa principale vente, suivi des États-Unis et de tout ce qui est anglophone, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Angleterre, etc., dans le même panier. Et après, la France et l'Allemagne. L'Allemagne ayant son revenu. Alors, je pense pour la France et l'Allemagne, le cadre joue beaucoup, ce cadre un peu historique qui a tout de suite interpellé. Le fait que, malgré tout, on a, même si c'est pas la même chose, on a aussi une culture du fantastique en France qui joue, parce que on a l'heure là, on a aussi une littérature fantastique qui permet de raccrocher les wagons, donc ce qui a permis quand même de créer des choses. Mais c'est vrai que j'ai été un peu comme toi quand j'ai appris l'importance qu'avait ce jeu au Japon. J'avais été un peu étonné parce que ça reste quand même très occidental. Alors, ça reste occidental, mais il y a ce principe de kaiju. Voilà, il y a l'horreur aussi. Il y a l'horreur, il y a le kaiju, il y a le côté écrasant. C'est-à-dire que moi, je comprends qu'il n'y ait pas tellement de succès aux États-Unis parce que vous êtes censé gagner. Voilà, t'es pas un héros, ça peut pas fonctionner. Je pense qu'il y a aussi pour le Japon, il y a aussi le body horror
qui a aussi beaucoup fonctionné, qui fonctionne absolument, très bien, absolument. parce qu'il y a une scène de l'horreur japonaise qui est... pour moi, il y a Et puis les tentacules, c'est un cliché, mais c'est vrai que l'horreur japonaise est très tentaculaire, est très basée sur, sur ce qui vient de la mer, en fait. Il y a aussi alors, tout à fait, hein, ça c'est indéniable. Il y a aussi le côté horreur psychologique. Hein, je pense à deux œuvres. Une œuvre cinématographique, Kairo, qui est un film qui est glaçant dans son genre, où vraiment, il n'y a pas une seule horreur tentaculaire dedans. Hein, mais c'est l'horreur. Pour moi, c'est vraiment en plus la perte de pied avec la réalité. Et puis, il y a cet auteur de manga. Alors évidemment, La vieillesse est dans, c'est le moment où je l'ai oublié. Je parle de celui qui a inspiré le jeu World of Horror, par exemple. Junji Ito. Où on retrouve effectivement cette horreur qui est une horreur qui va aboutir très souvent à l'automutilation, ce genre de choses. Donc, ça existe déjà hein, au Japon. Le Sandy Peterson ne l'invente pas du tout au Japon, mais c'est ce qui va, je pense, le rendre l'appel de Cthulhu aussi populaire. Tout à fait, il y a un écho, et jusqu'à maintenant, puisque, comme on disait, j'ai vu des photos de magasins de jeux de rôle, alors il y en a très peu, mais de magasins de jeux de rôle comme en France, à Tokyo par exemple, où vous avez à l'intérieur, nous on rentre, bon, nous en général en Europe, vous rentrez dans un magasin de jeux de rôle, vous avez du Games Workshop, en gros, du Donjons et Dragons et des tas d'autres trucs. Là, vous rentrez, vous avez genre, le centre, c'est Cthulhu. Alors, plein de Cthulhu différents, hein, c'est plus forcément l'appel de Cthulhu de Sandy Peterson, c'est plein de Cthulhu différents, mais c'est Cthulhu, plein, partout. Et ensuite, sur les côtés, vous avez Donjons et Dragons perdus. Alors, Donjons et Dragons, il y avait aussi un rejet de l'américanisme porté par Donjons et Dragons, ça a joué aussi. Je pense qu'en France, ça a joué aussi, parce que Donjons et Dragons n'a pas eu tant de succès que ça en France. Et Warhammer, qui était beaucoup plus... qui a très très bien fonctionné, surtout parce que il avait l'avantage d'avoir un autre support qui était celui du jeu de figurines. Donc voilà. Mais la grande force, moi, pour en revenir un peu sur aussi ce JDR d'auteur, cette grande force aussi de Sandy Peterson, on avait dit, voilà, c'est un entomologiste, un zoologiste, mais c'est aussi le vocabulaire. C'est-à-dire que quand vous lisez l'appel de Cthulhu, vous êtes dans le vocabulaire de Lovecraft. Et il a réussi à rendre des choses... On parlait de santé mentale, mais cette notion de santé mentale, c'est quelque chose qui est d'abord extrêmement complexe à prendre en main. Je vous renvoie sur ce podcast sur les mécaniques narratives. Mais vous allez avoir derrière ça tout le vocabulaire de l'horreur, vous allez avoir tout le vocabulaire des créatures du mythe qui ont des noms imprononçables. Je veux dire, le terme Migo, voilà, ça va être popularisé. Alors, bien sûr, ça apparaît dans les nouvelles de Lovecraft, mais ça va rentrer là-dedans. Et c'est quelque chose... il faut du talent pour ça. Et là-dessus, je connais pas beaucoup de jeux de rôle qui ont réussi à faire rentrer dans le langage courant des choses aussi techniques, entre guillemets, enfin au sens linguistique du terme. Hein. Sachant en plus que, et ça ils s'en sont rendus compte assez tard, dans une autre interview que j'ai lue qui date de 91, je crois, ils se sont rendus compte assez tard, Sandy Peterson et Stafford, que en fait, dans leurs joueurs de l'appel de Cthulhu, dans les gens qui avaient acheté l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, en fait, ils n'avaient jamais lu Lovecraft. Et donc, le seul accès qu'ils avaient le seul accès imaginaire, enfin littéraire qu'ils avaient à l'appel de Cthulhu et à l'œuvre de Lovecraft, c'était uniquement à travers l'appel de Cthulhu de Sandy Peterson. Donc c'est très intéressant. Pour en fait. la petite anecdote, c'est la raison pour laquelle dans tous les bouquins de l'appel de Cthulhu, vous avez toujours une notice bibliographique de Lovecraft au début pour dire oui, en fait, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est ce monsieur-là. Voilà. Mais c'est ça, c'est-à-dire que il y avait même dans cette interview, il disait non, mais des fois on vient le voir en convention, comme tu disais, on l'a déjà abordé dans plusieurs numéros, l'importance des conventions de jeux de rôle aux États-Unis, où les joueurs venaient l'aborder en lui disant « Ah, c'est vous qui avez créé le mythe de Cthulhu !» Non, c'est pas moi. J'avais même vu le gars qui dit il avait rencontré dans une convention des jeunes qui pensaient que les romans, c'était des adaptations du jeu de rôle.
C'est parce que tu avais ça avec Donjons et Dragons, c'est-à-dire que tu avais des Et oui. romans qui se passaient dans les royaumes oubliés, et donc tu as des jeunes qui venaient le voir en disant « Ah, on a acheté les romans adaptés du, du jeu de rôle. Mais surtout que c'est très très compliqué dans l'appel de Cthulhu, puisque vous avez déjà dans, dans les nouvelles de l'appel de Cthulhu, de Lovecraft, dans le mythe de Cthulhu, vous avez déjà des livres inventés. Le Necronomicon, voilà, il y a plein de bouquins comme ça, Vermis Mysteris, etc. Ce sont des livres dont Lovecraft parle, et dans l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, on en parle aussi, qui sont des livres qui n'existent pas. Donc finalement, qu'on te parle d'un auteur, Lovecraft, qui aurait été inventé pour le jeu de rôle et qui aurait été présenté comme un auteur au même titre que le mec qui a écrit le Necronomicon, je pense que pour un joueur qui a 14-15 ans, qui s'en fout un peu, ça passe, quoi. Il n'y a pas de problème. Enfin, Alors, il y a un autre élément aussi qui va être important avec l'appel de Cthulhu, et ça, je l'ai découvert très récemment, c'est que l'appel de Cthulhu était un univers donc, qui sortait du cadre classique du médiéval fantastique, et il y avait un truc, c'est que l'univers médiéval fantastique, c'est quand même un univers qui est très, très, très masculin. oui. Et qui est vraiment, quand tu lis des suppléments, pas simplement Donjons Dragons, on pourrait même le dire aussi RuneQuest, hein, ça dégouline quand même beaucoup de Oui, virilité. c'est Conan. Hein, voilà, c'est Conan. L'appel de Cthulhu, moins. Et en fait, Sandy Peterson en parle dans une des dernières interviews. Ils avaient fait des enquêtes pour, je crois, la 5e ou 6e édition, je ne sais plus laquelle, et ils s'étaient aperçus qu'ils avaient entre 30 et 40% de joueuses, ce qui est colossal dans le monde du jeu de rôle. Oui. Si je me rappelle, c'était Cassius Belli qui avait fait ça au début des années 2000. Au début des années 2000, il y avait 10% de joueuses, à peu de choses près, 30 à 40%, et il avait même noté en souriant, et au Japon, c'est 70%. Il était allé une fois à une convention au Japon, et il avait dit, mais vraiment, ça m'avait fait un choc, il n'y avait que des femmes, alors que les conventions aux États-Unis, c'est que t'as que des mecs, souvent, voilà, en plus, qui arrivent un peu, voilà, et là, il était tombé sur... Il n'y avait que des femmes extrêmement polies, enfin voilà le truc délirant, le choc des cultures absolument, et qui avaient une connaissance de l'univers, Oui. où là pour le coup c'était l'inverse, c'est-à-dire c'était pas le petit jeune qui venait dire ah tiens j'ai lu les adaptations, non, qui lui apprenait des trucs en disant et qui venait le voir lui vraiment pour l'idée de comment on adapte ça en termes de jeu de rôle. Et il disait ça m'avait vraiment marqué parce qu'il pensait pas que son jeu de rôle pouvait servir aussi à cela. Ben en fait, je pense que alors là, c'est plus bon. Alors maintenant, on sait avec notamment Baldur's Gate 3, avec les actual plays, etc., que Donjons et Dragons a commencé et heureusement à se tourner vers le public féminin et qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent à Donjons et Dragons, et tant mieux. Mais c'est vrai que Donjons et Dragons reste un jeu d'affrontement. Reste un jeu. Moi, par exemple, qui suis pas tellement dans l'affrontement, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. J'ai jamais tellement aimé ce principe de niveau, de puissance, de trucs comme ça. L'appel de Cthulhu, que vous soyez un homme, une femme ou ce que vous voulez, vous êtes devant de l'indicible horrible qui va de toute façon vous écraser. On est tous au même niveau, quoi. On est toutes et tous pareils. Et le cœur, en plus, faut pas se mentir non plus, le cœur de l'appel de Cthulhu, ça reste l'enquête. Et oui, c'est pas les combats, on s'en fout des C'est combats. l'enquête, Enfin, c'est le social, c'est vraiment un regard. Et en règle générale, quand on arrive au combat, c'est soit vous avez perdu, il y a un échec, oui, vous avez pas réussi à empêcher le rituel, machin, etc. Soit la situation, vous avez ouvert la mauvaise porte, et tant pis pour vous. Hein. Alors, c'est d'ailleurs l'un des problèmes, par contre, que j'ai toujours à voir avec l'appel de Cthulhu, et on en a déjà parlé, c'est que les scénarios du commerce de l'appel de Cthulhu... c'est pas très bon. Ouais, le scénario d'introduction qui se trouve dans le bouquin de base, qui est... J'ai jamais compris comment... On pouvait, alors, si je comprends parce que c'est simple, je vais dire à rigueur, voilà, on a beaucoup parlé de l'appel de Cthulhu, c'est Lovecraft, et on en parlait un peu hors antenne. Il ne faut pas oublier aussi que bon nombre d'auteurs de l'appel de Cthulhu sont des gens qui ont été nourris par les films de la Hammer, les films d'horreur, les slashers, etc. Et c'est une partie intégrante du genre de l'horreur aux États-Unis. Donc je comprends pourquoi ils l'ont fait, ça, il n'y a pas de souci. Mais... Et puis, c'est pas si grave. Ouais, je veux dire par là voilà. Que tu peux te retrouver, vous pouvez vous retrouver finalement. Vous avez deux façons de jouer. D'ailleurs, on va, comme ça nous permettra de vous introduire à une nouvelle façon de jouer aussi à l'appel de Cthulhu. Vous avez deux façons, en gros, de jouer à l'appel de Cthulhu, de jouer au mythe de Lovecraft. On va dire ça au sens large.
Vous pouvez le jouer de façon très horrifique, comme tu disais, très psychologique, et à ce moment-là, non, vous n'affrontez pas des monstres tentaculaires, hein, parce que ça gâche un peu, ça doit être le climax, ça doit être le bouquet final, en fait. Hein. Je vous renvoie à ça, par exemple, si vous avez vu la série True Detective. True Detective, la première saison, c'est cthulhien. Hein. C'est cthulhien, sauf que c'est vraiment au dernier moment, vraiment limite les dernières minutes du dernier épisode de la saison, où on se rend compte que c'est cthulhien, puisque un des personnages principaux est en train de poursuivre son tueur en série, qui est un tueur en série qui se réfère au Roi Jaune et à Carcosa. Et oui. Et là, bim. Et il arrive, le flic arrive, poursuit cette espèce de tueur, se retrouve dans une espèce de salle où il y a des corps ensanglantés partout, bon, c'est dégueulasse, donc le tueur en série a organisé, et là, il voit une brèche dans la réalité. Et là, on comprend qu'en fait, c'est une série fantastique, sauf que c'est présenté de façon absolument excellente, c'est-à-dire que vous ne savez pas si c'est ce personnage qui délire, ou s'il y a vraiment eu une brèche. Ça, c'est du Cthulhu, comme on pourrait l'imaginer. Vous avez cette façon-là. Et l'autre façon d'imaginer du Cthulhu, bien entendu, c'est du pulp, c'est-à-dire il y a des monstres tentaculaires qui font beurre, et puis tu arrives avec ta pétoire et tu tires dedans. Et voilà. Ça, c'est aussi la force de Sandy Peterson, c'est-à-dire que c'est une forme, il a là-dessus, il a une forme de générosité qui est extrêmement importante, c'est de dire, vous avez le droit de jouer à l'appel de Cthulhu comme vous le voulez, et d'ailleurs, il va même proposer des versions pulp du jeu, en disant, voilà, préparez vos shotguns, vos bâtons de dynamite, et puis on va défourailler du profond. Vous avez même un degré dans la dernière édition de l'appel de Cthulhu, vous avez même un curseur, une sorte de curseur, une aide de jeu sous forme de curseur, où il vous dit, voilà, si vous voulez quelque chose de plus pulp, vous faites comme ça, si vous voulez quelque chose de plus horrifique, psychologique, vous faites comme ça, et il te laisse la bascule en permanence, et il te laisse choisir, en fait, de créer ton scénario comme tu l'entends, et comme tu as envie de le faire jouer, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi lié à son expérience dans le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, dans les années 80-90, c'est difficile, à moins de faire, c'est possible, mais il faut que ça soit des jeux vidéo texte, où finalement, tu lis une histoire qu'autre chose, avec peut-être des éléments de point and click, mais la plupart des jeux vidéo qu'on va avoir sur le truc de l'horreur, c'est en but du profond à coup de fusil à pompe. Faut pas se faire d'illusions. Et il voit que ça fonctionne, et il se dit, et je pense qu'il a totalement raison, c'est de dire, les gens ont le droit de s'amuser de cette manière-là, d'utiliser cet univers de cette manière-là, donc on va leur donner de quoi faire. Alors ça va être aussi, on en a parlé, c'est le travers du jeu. Dans tous les livres de base de l'appel de Cthulhu, vous avez un bestiaire, où vous avez la possibilité de tuer toutes les créatures du mythe en bon chasseur adepte de safari, et avec à côté la collection d'armes qui vous permettra de le faire avec votre outil de mort préféré. Avec cette nuance que dès ses premières interviews, il y a cette célèbre interview dans Jeux et Stratégie de 88, où Sandy Peterson, on lui dit, mais si on envoie une bombe nucléaire sur Cthulhu, puisque vous avez donné les caractéristiques de Cthulhu, si j'envoie une bombe nucléaire sur Cthulhu, est-ce que je le tue ? Il dit, oui, vous le tuez, mais il se reconstitue dans le quart d'heure, et en plus, maintenant, il est radioactif. Donc, il dit, voilà, donc vous faites encore pire. Vous faites, en lançant une bombe nucléaire, vous faites encore plus dangereux que Cthulhu, vous faites le même Cthulhu, mais radioactif, quoi. Et c'est marrant, parce qu'il est tout le temps dans cette bascule, comme tu disais, jusqu'en 2015, puisqu'il sort Cthulhu Wars, qui est un jeu de plateau. Alors je sais pas, j'ai jamais joué, j'ai même pas ouvert le truc, ça avait l'air n'importe quoi et ça coûtait 200 balles en plus, enfin, au secours, quoi. C'était Kickstarter de l'enfer. C'est ça, Kickstarter de l'enfer, et où vraiment là, et là, il y avait des figurines. Juste le pitch. Sur Terre, l'humanité est au plus mal, cependant la lutte continue entre grands anciens comme Cthulhu, le chaos rampant, le cygne jaune ou la chèvre noire, et va contribuer à savoir lequel d'entre eux prendra le pouvoir. Super. Vous jouez les grands anciens, en fait, c'est ça le truc. Donc oui, il sait se faire plaisir et il a totalement raison de le faire. Je me posais la question s'il avait collaboré sur le jeu de plateau Horror Arkham, mais apparemment non. Mais, non, a priori pas. A priori pas. Mais voilà, qui est aussi une façon de faire du pulp avec Cthulhu. Alors, sûr. On a beaucoup parlé de Sandy Peterson pour l'appel de Cthulhu. Il faut savoir qu'il a donc collaboré à d'autres jeux de rôle.
Certains sont tombés dans l'oubli, notamment Ghostbusters. Hein, on va jeter un voile pudique. Qui est le jeu du film, je crois. Oui, c'est ça. On va jeter un voile pudique là-dessus. Mais surtout, le point qui est important, c'est qu'il a continué à écrire pour Gloranta, encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ça reste l'une des plumes là-dessus. Et avec notamment un point qui va être très important pour lui, c'est qu'il va beaucoup travailler sur l'écologie dans Gloranta, c'est-à-dire comment fonctionnent les créatures, les monstres, les choses dans cet univers. Et là, on retrouve le zoologue, hein, tout simplement. Et oui, tout simplement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est un des éléments qui va être central. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va très souvent travailler sur les bestiaires lui-même. Hein. Donc, dans son œuvre, vous allez trouver les créatures du mythe, les bestiaires, le Malus Monstrum, etc., etc. C'est quelque chose auquel il est très attaché parce que ça fait partie de sa formation, hein, tout simplement. Tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il apporte vraiment... j'avais parcouru, donc il est auteur, entre autres, ou co-auteur, je ne sais plus, d'ElfQuest. Alors ElfQuest... Comics... Alors ElfQuest, si vous voulez un truc hyper américain, c'est ElfQuest. Oui, c'est... ElfQuest, c'est donc la quête des elfes en français. Oui. Hein, je crois que ça avait été traduit comme ça, il me semble. C'est une collection de comics. Ça n'a jamais percé en France. Non, ça n'a jamais percé. Moi, j'en avais lu quelques-uns. Et en fait, alors, c'est très années 70, on en parlait dans un précédent numéro de Roll You Fool. C'est vraiment du post 68 art à bloc, du post hippie. En fait, les elfes, c'est des hippies, hein, vous cherchez pas, ils ont les hippies, et puis années 70, ils ont des pattes d'elfes et tout, machin, bon, c'est incroyable. Et donc, ce sont des elfes plus petits que des humains, et ils sont dans un monde entouré d'humains qui sont... Alors, c'est un monde mi-fantastique, mi-notre passé, puisque les humains sont encore au stade de, on va dire, chasseurs-cueilleurs, vaguement néolithiques, voilà. Vous avez des trolls, des orques, enfin ce que vous voulez. Et il y a ces elfes qui viennent, ce sont des extraterrestres qui viennent sur Terre et qui font ce qu'ils peuvent pour survivre. Ils sont très très peu, évidemment. Et ce sont devenus, bon, il y a toute une cosmogonie, on s'en fout. Et ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, alors la bande dessinée n'a pas grand intérêt, enfin les comics n'ont pas grand intérêt, mais ce qui est intéressant dans le jeu de rôle qu'il avait fait, c'est qu'il parlait vraiment de il y a toute une partie de la zoologie, qu'est-ce qui se passe qui est hyper détaillé, en fait. Beaucoup trop détaillé par rapport à... Alors, il y a quand même un mais, en fait, sur le ElfQuest, pourquoi aux États-Unis, il a aussi fonctionné, et puis il est resté, entre guillemets, je ne vais pas dire populaire, mais c'est aussi quand même l'un des tout premiers comics, un des tout premiers jeux de rôle qui va mettre en avant, et je mets vraiment en avant, une certaine vision de la culture amérindienne. Parce que c'est vrai. C'est vraiment au cœur, en fait, de la représentation dans ElfQuest. Alors, est-ce que c'est de l'appropriation ou autre chose? Là, j'avoue que je ne m'y connais pas assez, je ne sais pas du tout comment le... C'est un peu de l'appropriation culturelle quand même. Ouais. C'était vraiment le... mais le truc, c'est que je sais pas comment il a été accueilli par des Amérindiens ou quoi que ce soit. Est-ce que au contraire, voilà. Mais effectivement, ça a été l'un des tout premiers comics à présenter l'Indien autrement que dans la version western John Wayne, hein, faut être très clair. Tout à fait. Et avec une volonté, entre guillemets, de bien faire. Alors après, pour ce que ça vaut, ça c'est autre chose. Et ça explique aussi pourquoi ça n'a jamais percé en France, parce que c'est vraiment... Enfin, c'est un truc qui est... nous, l'Indien, ça reste l'Indien John Wayne, ça. Hein, on va pas trop... Pas forcément, mais c'est surtout que c'était honnêtement, pour les avoir lus, c'était quand même très kitschos. Hein. Oui, ah non, c'est pas très très bien. Hein. C'est très kitschos. Il y avait aussi tout un trip. Là, par contre, ça, c'est des critiques que j'ai lues après coup, notamment sur la fin des années 80, par rapport à ElfQuest, autour de la question de l'homosexualité dans ElfQuest, qui est abordée de manière assez... elle est présente, mais elle n'est jamais abordée directement, parce qu'il fallait que ça soit vendu au grand public. Et donc, c'est aussi un élément qui... Elle est suggérée. Ouais, elle est très fortement suggérée. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle même dans les visuels, hein, c'est les elfes, d'accord, ils sont un peu plus petits, mais ils sont tous torse nu, bien baraqués, etc., etc. Donc, ah oui, ça rigole pas. Voilà. Donc, il y avait un petit côté là-dedans qui faisait que ça restait un comics de niche, très clairement. Même aux États-Unis. Ce que je remarque, même aux États-Unis, ouais. Ce que je remarque, c'est que quand même, Sandy Peterson a été un peu... je ne sais pas si ça doit être triste ou pas, je ne sais pas comment le prendre, tu vas me dire ce que tu en penses. Ça a été l'auteur des adaptations, puisqu'on parle de l'auteur, évidemment. L'auteur des adaptations, il a adapté, donc, finalement, l'Appel de Cthulhu, il n'a pas créé, il a adapté d'après les livres. On a parlé d'ElfQuest, c'est d'après la bande dessinée.
Il a participé également à Ringworld, qui est d'après l'auteur l'Anomonde. L'auteur s'appelle Larry Niven. J'ai jamais lu ce que c'était, mais visiblement de la science-fiction. Et Ghostbusters, tu l'as dit, Hawkmoon, qui est de Moorcock. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'origine, comme Stafford, qui n'est pas à l'origine d'un univers. C'est quelqu'un qui adapte. Et qui adapte. Bon, après, c'est pas forcément. On en a déjà dit sur le podcast consacré aux adaptations, tous les jeux de rôle sont des adaptations d'une certaine manière ou d'une autre. Il y a une distance, il y en a certains qui vont coller à leur sujet, James Bond, Star Wars, etc. Mais pour prendre par exemple un jeu de rôle totalement hasard, Fading Suns, allez, ça faisait longtemps. C'est une adaptation, c'est même plus qu'une adaptation, c'est un patchwork, c'est un gloubi-boulga de dizaines de références littéraires. Lui en faire le reproche... Ah non, je lui en fais pas le reproche, je dis juste que c'est marrant comme finalement il n'a pas eu cette volonté, lui, de créer son propre univers. Ce qui va faire par contre la différence pour moi, c'est la grande particularité de Greg Stafford. Greg Stafford va recycler, là on ne parle pas d'adapter, il va recycler des éléments de notre mythologie, mais il crée son propre univers. Tandis qu'effectivement, Sandy Peterson va lui adapter des éléments du mythe. Alors ce qui est par contre assez intéressant, c'est que on a parlé donc du mythe de Cthulhu qui se passe dans les années 20 et 30, mais la gamme va connaître des déclinaisons incroyables. C'est-à-dire on va avoir le mythe de Cthulhu à l'époque victorienne, ok, normal, standard, ça à rigueur, il n'y a pas de problème. Le mythe de Cthulhu Pulp dans la Seconde Guerre mondiale, parce que nazi et grand ancien finalement ça fonctionne bien ensemble, on parle d'horreur, ça va. Et puis après, on va avoir des trucs un peu plus particuliers. Le mythe de Cthulhu au Moyen-Âge, le mythe de Cthulhu... alors, il y en a un qui est sorti récemment dans d'autres contrées géographiques, en Afrique, au Japon, etc. Je crois que le truc le plus bizarre que j'ai lu, c'était... alors, qui est une production française, pour le coup, qui était le mythe de Cthulhu à Byzance en l'an 800. Oh, intéressant. Alors, intéressant, mais alors, vas-y pour faire jouer des joueurs qui ne connaissent ni l'appel de Cthulhu, ni l'Empire byzantin. Ni Byzance, c'est compliqué. Tu vas passer plus de temps, tu vas faire un cours de 4 heures avant de commencer à pouvoir jouer, mais en fait, c'est aussi un point qui est intéressant, c'est ce que je disais, il a fait rentrer dans le langage courant le vocabulaire de l'appel de Cthulhu, mais il a fait presque finalement beaucoup plus que Lovecraft, il a fait rentrer l'appel de Cthulhu dans notre société. C'est devenu aujourd'hui, je ne vais pas dire, il y a des gens qui ne connaissent pas l'appel de Cthulhu, mais cette horreur tentaculaire, ces horreurs indicibles, etc., tous ceux qui fréquentent un tout petit peu, on va dire, la culture populaire, au sens, là je ne parle même pas geek, je parle de culture populaire, le connaissent, et c'est l'héritage de Sandy Peterson. Autre dernier point intéressant sur son œuvre, enfin sur ce qu'il a pu faire, c'est l'aura que cet homme a. Ça, on n'en a pas parlé. Il y a quand je parle d'aura, je veux dire dans le milieu du jeu de rôle, de la création rôlistique, il fait partie, comme on a dit, comme Stafford, c'est pas pour rien qu'on l'étudie, comme Stafford, comme Saint-André, encore plus que Saint-André, et comme Gygax, il y a vraiment... c'est un des piliers. Voilà, c'est un des piliers, une des références qu'on aime, qu'on déteste, qu'on reproche, etc., peu importe, mais c'est une des références, c'est un des monstres sacrés, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est un des monstres sacrés du jeu de rôle international, quoi. Point qui est important, alors même s'il continue, il reste très attaché à cet appel de Cthulhu avec les règles de RuneQuest, qui, comme dit, ont quand même un peu vieilli, même si je trouve qu'elles fonctionnent quand même bien pour l'appel de Cthulhu. Il cherche aussi à faire évoluer cette proposition. Moi, vraiment, je le dis, je le répète, j'ai été très étonné de ce supplément consacré à Donjons et Dragons 5. Et quand tu disais que c'était une référence, et moi j'ai presque envie de conclure là-dessus, ce supplément pour Donjons et Dragons 5 ne s'appelle pas Appel de Cthulhu, il s'appelle Sandy Peterson's Cthulhu Mythos. C'est-à-dire le mythe de Cthulhu selon Sandy Peterson. Ce qui montre bien son statut. Oui, son statut. Voilà, son statut. Ouais, tout à fait. Et ça reste vraiment l'un des... pour le coup, je recommande vraiment, si vous avez la possibilité, jeter un coup d'œil pour tout ce qu'il écrit là-dedans, parce que moi, ça m'a beaucoup... Alors, on va trouver tous les travers de Donjons et Dragons, ça, on va pas se mentir, on va avoir des nouvelles races, des nouveaux sorts, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais vous avez aussi vraiment tout un discours sur comment faire de la santé mentale dans Donjons et Dragons qui est extrêmement intéressante. Cette approche des grands anciens qui est une bouffée d'air frais par rapport à ce côté un peu suranné qu'on a quand même dans le bouquin de base, où vraiment on vous présente les grands anciens mais comme des phénomènes
contre lequel on ne peut pas lutter, ou tout au plus on peut renvoyer ou faire reculer l'échéance. C'est très intéressant. Il y a tout un rapport sur la sorcellerie aussi, les sorts. Vous allez avoir des sorts classiques parce qu'on est dans Donjons et Dragons, mais à un moment donné, il va revenir sur cette notion de rituel. C'est quoi un rituel? Comment ça fonctionne? Enfin, on voit que le monsieur continue de réfléchir à c'est quoi Lovecraft et comment on peut jouer avec Lovecraft. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, je pense, pour cet épisode. Je vous rappelle que Roll You Full est un podcast Studio Carton C. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur tout plein de trucs. Voilà, toutes les productions Studio Carton C. Tous les liens seront bien entendu dans la description. Il me reste à vous remercier pour votre écoute attentive. Et puis à remercier Styr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Sectaire pour l'invitation. La prochaine fois, le mois prochain, nous étudierons un nouvel auteur, et je crois, si je ne m'abuse, que c'est un auteur auquel tu tiens particulièrement. Est-ce que tu veux l'annoncer ou est-ce qu'on garde le mystère ? On peut l'annoncer, hein. C'est effectivement pour moi un auteur qui est central, parce que, et c'est pas n'importe qui, on parle de Mike Pondsmith, le prochain. Et oui. Et Mike Pondsmith, on parlait d'un auteur, on avait dit Sandy Peterson, il a fait beaucoup de choses, mais Mike Pondsmith, si vous avez joué à des jeux vidéo, vous avez peut-être mis la main sur Cyberpunk 2077. Il y a un tout petit peu participé. Il y a un tout petit peu participé. Donc un monsieur important, dans lequel on va prendre du temps. Exactement. Eh bien, ce sera pour le mois prochain. Merci à toutes et à tous. Salut!